j'ai le plaisir aujourd'hui de te proposer une rediffusion sur le thème des jouets, du jeu et de Noël. Très belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, je parlais du jeu libre. Le jeu libre, c'est une pédagogie, c'est une philosophie, c'est une manière de présenter les objets de la classe et de laisser les élèves s'y approprier. Il pourrait être utile pour mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui de réécouter ou d'écouter, si ça n'a pas été le cas, à l'exposé que je vous faisais dans l'épisode 28. Pour ce qui concerne la liste de jouets et la liste de matériel qu'on va pouvoir acquérir, qu'on va pouvoir trier, qu'on va pouvoir sélectionner. Je vous parlais de faire un petit inventaire de ce qu'on a déjà. Je vous parlais aussi de ne pas forcément acheter du matériel pour créer des jeux libres pour les enfants. On peut tout à fait récupérer beaucoup de choses du quotidien pour le transformer en matériel de base pour le jeu libre. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de clarté sur tout ça. C'est vraiment la frénésie de Noël qui commence à vibrer dans tous les foyers. Vous avez peut-être fait des listes au Père Noël, vous avez peut-être prévu d'acheter tel ou tel jouet, ou les beaux-parents, les parents, les grands-parents ont demandé ce que vos enfants voulaient pour Noël. Et donc cette manière de sélectionner les jouets qui seraient entre guillemets les meilleurs, qui seraient les plus pertinents pour nos enfants, de la même manière que nous, dans un catalogue à l'école, on nous demandait de commander des objets pour compléter un peu le budget de classe, de quelle manière on peut sélectionner ces objets, ces jouets, qui soient le plus pertinents possible dans notre pratique, dans notre philosophie de vie, d'enseignement, familial aussi bien entendu. Quelle va être notre manière de sélectionner et d'acheter ces produits? Comment faire une liste qui soit efficace? Est-ce que le prix rentre en ligne de compte? Est-ce que la famille a son mot à dire dans le choix des cadeaux? Tous ces éléments-là vont peut-être brouiller l'argument initial qui est de quoi a besoin l'enfant pour vraiment grandir. Est-ce que vous pensez que l'enfant a besoin de ce jouet-là précisément? Celui qu'il a vu à la télé, celui qu'il a vu dans le catalogue, celui qu'il voit dans la vitrine du magasin, est-ce que l'enfant en a besoin réellement? Donc ça, c'est la première question éventuelle. Dans cette question, il y a la notion de qu'est-ce qui l'attire dans ce jouet, pourquoi votre enfant a envie de ce jouet, qu'est-ce qu'il fait résonner en lui dans la publicité, quelle émotion lui procure la vue de ce jouet dans la vitrine, qu'est-ce qu'il pense devenir quand il aura ce jouet dans sa possession. Quelque part, il y a une espèce de projection de l'enfant qui se dit quand j'aurai cette Barbie à paillettes, quand j'aurai ce camion de pompier qui fait pimpon pimpon quand j'appuie sur le bouton, je serai mieux, je vivrai mieux, ma vie sera mieux, un espèce d'idéal qui serait atteint de manière un petit peu illusoire, de manière un petit peu utopique. Et on fait parfois aussi ce chemin-là, nous, en tant qu'adultes, dans ce qu'on imagine pouvoir acheter, dans ce qu'on imagine pouvoir acquérir un jour. On pense parfois également que telle maison nous procurerait du bonheur en soi, ou que telle voiture nous procurerait du bonheur en soi. Mais quand on creuse un peu plus loin, finalement, le besoin qu'on a, c'est de se sentir bien avec cet objet, d'imaginer qu'on sera plus heureux quand on aura cet objet, quand on aura cette maison, quand on aura cette voiture, alors que la fonction initiale, c'est juste d'avoir un abri, d'avoir un véhicule pour se déplacer, pour aller peut-être au travail, pour aller en voyage. Donc la fonction de l'objet n'est pas tout à fait la même chose que la symbolique qu'on croit attribuer à l'objet. Donc je m'excuse si je suis partie déjà un petit peu loin. Donc revenons à du pragmatisme vraiment concret. J'ai des parents
qui me disait à l'école, oui mais enfin voilà, lui il va dans la boutique de jouets, il veut acheter tout, il veut tout avoir, il pense que tout est bien et en fait il y a une espèce de boulimie, de frénésie, de désir de posséder. Et comme on en avait parlé un peu sur l'épisode des doudous, je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce que ça comble, ce besoin de posséder, ce besoin d'avoir, ce besoin de contenir tous ces jouets, tous ces objets qu'on va accumuler en fait, qu'on va vraiment superposer les uns les autres ou remplir dans la chambre, dans les tiroirs, dans les bibliothèques et tout. Est-ce que d'avoir plus d'objets, plus de jouets, plus de livres, plus de déguisements va finalement combler le manque de temps, le manque d'affection, le manque de partage, le manque de soutien? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se substituer à tout ça en croyant que d'acheter ce jouet va résoudre notre problème interne et notre besoin qui demande à être écouté, à notre rayure qui clignote, si je reprends mon exemple d'outil. Sur notre arc-en-ciel de besoins, on a peut-être la rayure d'autonomie qui clignote. On veut se sentir vraiment indépendant, on veut quelque chose qu'on puisse explorer, on veut quelque chose qui va nourrir notre compréhension, qui nous fasse découvrir des choses. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un télescope, peut-être qu'un jeu spécifique va pouvoir nourrir ce besoin-là réellement. Et non pas parce qu'il aura été vu 42 fois par la publicité, par la répétition ou en passant devant. C'est un peu différent d'être séduit par l'accroche marketing du magasin, du produit, des annonceurs, plutôt que de savoir si ce jouet vraiment intervient dans le process de l'enfant à grandir, à croître et à se dire « Ah oui, cet objet, je sens que j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment besoin ». La clarté des enfants sur leurs propres besoins est en construction. C'est à nous, adultes, parents, enseignants, de les aider à conscientiser un peu ces besoins, comme je vous invitais à conscientiser leur corps dans l'épisode 20, et de se dire « Mais cette poupée, pourquoi tu penses que tu en as besoin ? Est-ce qu'elle te fait vraiment plaisir ou tu veux avoir cette poupée parce que ta copine Lilia a la même dans ta classe ? Est-ce que ce camion, tu le veux parce que tu sens que quand il fait du bruit, ça te fait exister ? Et là, tu te sens vraiment présent et ça attire l'attention de tout le monde et on te regarde, on te parle. » Tous ces éléments-là, qui ne sont pas vraiment visibles, qui sont à réfléchir, qui sont à creuser, pourraient pousser l'enfant à faire une liste de cadeaux qui n'est pas au plus proche de ses besoins réels, de ses besoins vitaux, je dirais, de ses besoins fondamentaux. L'enfant, il a besoin de jouer, on est dans la rayure violette, il a besoin de loisirs, il a besoin de détente, il a besoin de légèreté, il a besoin de rire. Par contre, il n'a pas besoin d'une tablette interactive à 250 €. Ce qu'il a besoin, c'est d'une activité qui nourrisse ses besoins intellectuels, ses besoins affectifs, ses besoins émotionnels. Et ça me rappelle une intervention qu'on avait eue en réunion aussi. On parlait des écrans, justement. On expliquait que les écrans pouvaient nourrir certains besoins, comme le besoin d'interaction, le besoin de se sentir appartenir à un groupe d'enfants qui eux-mêmes ont un écran à la maison et tout. Mais qu'à un moment donné, la réflexion d'un papa nous a fait tiquer parce qu'il nous disait « Mais enfin, vous voyez bien, sur le catalogue d'Auchan, il y a des tablettes pour enfants partout. S'ils le vendent à Auchan, c'est que c'est pas dangereux. » On a fait un petit pas de recul intellectuel en se disant « Ah oui, donc en fait la force du marketing est telle que certains parents, pris dans leur spirale personnelle, économique, affective, de réparation, de choses à régler, de charge mentale, n'arrivent plus à déceler ce qui est vraiment utile à leur enfant en toutes circonstances, ou ce qui est finalement induit par une campagne massive d'information de lobby pour vendre des produits technologiques aux enfants, en faisant croire que tous les produits technologiques dédiés aux enfants sont bons pour eux, sans préciser l'utilisation idéale, sans préciser les conséquences éventuelles néfastes sur le développement psychomoteur, oculaire, intellectuel des enfants. Donc je ferai un épisode sur les écrans bien entendu, mais là c'était juste pour rebondir sur ce papa en toute bonne foi. Il pensait que les tablettes, donc à l'époque c'était les petites tablettes un peu Storio, VTech, il y a une dizaine d'années, donc c'était pas encore les tablettes individuelles façon portable et iPad, mais c'était plutôt des choses encore réservées, étiquetées pour les enfants. Et en toute bonne foi, comme vous avez peut-être vu autour de vous, des gens acheter les chaînes bébés en pensant que les chaînes télé-bébés allaient vraiment permettre aux enfants de développer leur langage, allaient permettre aux enfants de comprendre le monde à travers ce support-là. Tous ces objets, tous ces jouets, tous ces écrans, mais même tous les jouets qui sont dans le catalogue de la boutique près de chez vous, quel que soit le magasin, sont des supports éventuels, sont des stratégies éventuelles
pour nourrir les besoins de l'enfant. Mais ce ne sont pas les seules stratégies possibles. Si vous mettez à un enfant un grand bac avec des marrons, vous mettez une centaine de marrons, vous mettez des grosses cuillères, des pots, des bols en plastique, vous mettez une petite passoire, vous mettez une vieille casserole, l'enfant va se sentir le roi du monde en ayant juste un bac avec des marrons. Parce qu'avec ce matériel-là, il va pouvoir exercer son jeu libre. Donc je vous reprends ce que j'avais dit très succinctement dans l'épisode précédent, de dire il va nourrir son besoin d'autonomie, de comprendre, d'exercer une espèce de puissance et d'action sur la matière. Il va se sentir en relation parce que la cousine, elle joue avec lui, ils vont échanger les objets, ils vont se regarder, ils vont s'imiter, ils vont s'inspirer mutuellement. Et toutes les rayures de besoin, dans ce cas-là, ne sont pas liées au support même. Un marron, c'est complètement insignifiant, mais à l'intention qu'on a mis dans cet objet, dans la possibilité qu'on a proposée à l'enfant de s'inspirer de ce support pour développer lui-même ses compétences intellectuelles, émotionnelles, affectives et vraiment presque scientifiques, puisque je vous parlais de la démarche qui est liée au processus du jeu libre. Bien entendu, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure en disant vous n'allez pas devoir acheter de choses qui sont sur le catalogue. On sait que les grands-parents, c'est bien plus rassurant pour eux, donc ça nourrit leurs propres besoins de contribuer, de faire plaisir, de montrer leur amour, en achetant le jouet du catalogue que l'enfant a découpé avec amour et a collé sur sa lettre au Père Noël. C'est d'autres enjeux qui sont là, qui sont liés. Les personnes autour de vous peuvent difficilement comprendre cette notion parce qu'elles ont baigné dans 40 ans de marketing, dans 40 ans de « pour occuper un enfant, on lui donne un jouet, point ». Et ça va l'occuper. Donc moi, je vous invite à une autre forme de réflexion qui est le matériel importe peu. Par contre, ce qu'on projette sur ce matériel est plus important si on laisse dans ce matériel un champ d'action possible à l'enfant. Et les objets sont tellement spécifiques maintenant que l'enfant ne peut presque plus le détourner. Il y a eu une grande période où les poupées pouvaient pleurer, pouvaient faire pipi, pouvaient appeler maman. Finalement, la poupée était bloquée sur des fonctions précises que l'enfant ne pouvait pas détourner, dont l'enfant était en quelque sorte prisonnier dans son imagination, puisqu'il était obligé de faire avec cette surenchère de fonctionnalité de l'objet. Pareil, tous ces objets qui font du bruit, qui font de la lumière, c'est sympa d'appuyer dessus, c'est l'excitation de la découverte. Et puis au bout de 2 jours, une fois que l'excitation de la découverte et la satisfaction, le plaisir d'avoir eu ce qu'il a demandé, donc ça, évidemment, ça montre pour lui un besoin d'écoute, d'empathie, il se sent écouté, il a eu ce qu'il avait demandé, mais au-delà de la possession et de la considération qu'on lui a offert ce qu'il voulait, cet objet ne sera pas forcément un support de jeu, d'apprentissage. Est-ce qu'il va passer des heures avec ? Peut-être que dans un mois, il n'y touchera même plus, parce que cet objet ne remplit pas une fonction pour son développement. C'était presque un enjeu de demander cet objet, et ma grande fille l'a fait plusieurs fois. Il y a une année où elle a demandé une machine à coudre. Elle voulait une machine à coudre, elle a rabattu les oreilles à tout le monde avec sa machine à coudre. Elle a eu sa machine à coudre, elle l'a utilisée pendant 2 semaines, et elle l'a plus jamais retouchée. Finalement, on a tous des exemples autour de nous où l'enfant a réclamé, mais comme une preuve d'amour plutôt que pour l'objet en lui-même. Comme si c'était une canne à pêche et qu'il s'était dit « Oula, attends, mon hameçon là il a pris, je vais rester accroché jusqu'à ce que j'ai mon objet et une fois que j'aurai mon objet, je me sentirai rassuré comme si c'était une condition pour l'amour, pour montrer l'amour de mes parents. » Et vous voyez que c'est biaisé après puisque cet objet-là, qui était dans une intention de vérifier l'amour de celui qui l'a offert, ne sera plus investi de la même manière. Donc je vais vous laisser refaire un petit peu le chemin dans vos têtes de tout ce qu'on a acheté à nos enfants et qui n'était peut-être pas pertinent, parce que moi la première, je l'ai fait à pas mal de Noël, même pour les anniversaires et tout ça. Tous les cadeaux qu'on offre aux autres enfants autour de nous, ou tous les cadeaux qu'on prend pour nos classes, pour nos crèches, qui ne sont pas toujours des supports d'identification ou des supports de jeu libre dont les enfants vont pouvoir vraiment se servir pour leur propre apprentissage. On est dans une différence entre consommer des produits, du matériel, ou vivre des moments de partage et laisser vivre les enfants dans des moments de partage précis. Si je veux faire un gros raccourci, on n'est plus dans le avoir cet objet-là, mais on est dans être en train de partager un bon moment. Et pour ceux qui ont suivi, là, j'avais passé une semaine en Bretagne avec les filles,
et j'avais emmené une petite valise avec plein d'activités pour la petite, pour Siana, pour occuper ces longues journées. Il faisait gris, il y avait de la pluie et tout. Et on a passé des moments à jouer au memory, à jouer aux cartes, à jouer au loto, à faire des gommettes et tout ça. Et de se dire, c'est le temps passé avec nos enfants, bien souvent, qui va permettre les souvenirs. On en parlait dans l'épisode 3 aussi, des points d'ancrage pour quand ça ira moins bien après. Tout ça, ça va nourrir le temps passé ensemble, ça va nourrir les besoins de l'enfant. Et ça n'a pas besoin d'être des objets très chers. Pour vous dire, le memory, là, c'était un catalogue de coiffeurs que j'avais pris en 2 exemplaires dans la rue. Donc devant les boutiques de coiffeurs, souvent il y a des catalogues qui sont là. Vous découpez les mêmes images dans les 2 catalogues. Vous plastifiez si vous avez une plastifieuse. Moi, à l'époque, j'avais juste mis du scotch autour. Et ça fait un memory facile avec une petite face cartonnée à l'arrière pour qu'on ne voit pas le dessin. On bricole ensemble, on fabrique le jeu ensemble et ensuite on joue ensemble. Ça a peut-être plus de force, plus de poids dans la relation, dans la rayure orange, que d'acheter tout prêt à éveil et jeu un magnifique memory en bois qui sera formidable. La fonction du memory est la même, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser 32 € pour avoir un magnifique memory? L'enfant, il verra autant de réalité que si vous le construisez avec lui, si vous le plastifiez avec lui. Ma fille est fan de la plastifieuse, elle adore ça. Et de se dire, voilà, on a créé notre jouet ensemble, il est fort, et puis quand on le voit dans l'armoire, c'est le jouet qu'on a créé ensemble. Pareil pour le bac à marron dans la classe. Il y a plein de bacs sensoriels dans toutes les classes de maternelle, dans toutes les crèches, où dedans, ce n'est pas des objets chers. Par contre, c'est des objets qui vont être détournés, qui vont être utiles pour la manipulation, pour la compréhension, pour les fonctions exécutives et tout ça. Donc là, j'étais vraiment sur les jouets matériels. Donc ça vous donne quelques pistes pour effectuer un petit peu les derniers achats si vous le souhaitez. Et ensuite, on va pouvoir sortir du cadeau matériel pour aller vers des choses intemporelles, des choses un peu symboliques comme une sortie au zoo, une sortie au cirque, une sortie dans un musée, un parc d'attractions, une exposition. Offrir ces cadeaux-là, c'est quelque part se projeter dans un temps de qualité qu'on passera ensemble. Si vous offrez à votre neveu un abonnement à sa revue scientifique préférée, vous allez toucher juste parce que ça va nourrir son besoin d'apprendre, de connaître, et puis dans sa revue, il trouvera des choses qui vont nourrir son besoin. Maintenant, si vous avez une nièce qui est fan d'Harry Potter et tout, un cadeau, ça pourrait être aussi de lui payer un billet d'entrée pour l'exposition Harry Potter de la ville d'à côté, de voir à quel point on peut faire plaisir aux enfants sans acheter forcément un jouet en lui-même. Donc dans les dématérialisés, il peut y avoir pas mal de choses. Il peut y avoir vraiment ce que votre ville propose, un atelier, peut-être un atelier cuisine en famille, un spectacle, ou alors des livres qu'on n'aurait pas imaginé acheter parce que justement, c'est pas des livres spécialisés pour les enfants. Un livre qui lui plairait en lui disant ça c'était le livre préféré de ta grand-mère, est-ce que tu veux que je te le raconte? Donc de créer du lien, de créer de la relation au-delà de l'aspect purement objet, au-delà de l'aspect purement matériel et achat que vous allez faire dans le magasin. Donc je vais en profiter pour glisser une petite note sur tout le business Montessori. Il y a des objets Montessori dans les boutiques de jouets qui sont vraiment du matériel Montessori. Et il y a des objets qui ne sont pas du matériel Montessori, mais qui ont une magnifique étiquette marketing avec marqué Montessori parce que ça fait vendre. Et les grands-parents se disent « Waouh, c'est du Montessori en plus, je veux le meilleur pour mon petit enfant ». Et une fois de plus, ça répond à son besoin aux grands-parents de se dire je veux le meilleur pour mon enfant, je lui donne en fait de l'amour à ma façon, mais le moyen de répondre à ce besoin n'est peut-être pas le plus pertinent, mais lui, il aura fait vraiment de son mieux à ce moment-là. Et ça me rappelle une room où on avait évoqué le fait de faire des listes pour les grands-parents à Noël. Donc la maman nous partageait qu'elle faisait des listes, proposées discrètement, avec tact, certains jouets plutôt que d'autres pour pas être envahis. Pour son cas, c'était d'objets en plastique. Et des fois, ça matchait, des fois, c'était des choses qui étaient sur la liste, et puis des fois, elle se retrouvait avec des objets qui n'étaient pas sur la liste et dont elle était un peu mal à l'aise pour savoir comment l'accueillir, alors que précisément, il ne répondait pas à sa vision de l'éducation pour son enfant. Donc, en toute bonne foi, le grand-parent avait voulu faire plaisir quand même, au-delà de la liste. Et là, on en vient à un problème de communication de nos valeurs et de nos sentiments et de nos émotions. Ça mériterait d'autres épisodes sur ce thème-là.
Mais sachez que pour un public peut-être non averti au monde de l'enfance ou de la toute petite enfance, les sirènes du marketing, les sirènes du business, des cadeaux de Noël, est quand même très très bien goupillé, très bien organisé pour que vous passiez à la caisse sans vous demander si cet objet est vraiment vraiment ce qui pourrait durer sur le long terme et tout ça. Pour être très factuel, réfléchissez avec l'âge de l'enfant à ce qui pourrait être transversal, ce qui pourrait être détourné. Donc détourné, je vous rappelle, c'est qu'on utiliserait ça dans une autre fonction avec l'imaginaire de l'enfant. Par exemple, une passoire dans le coin cuisine. Il y a des enfants qui pouvaient la transformer en jeu avec des doudous, en chapeau, en déguisement. Un objet qui puisse être transformé parce qu'il est assez neutre. Il n'est pas hyper compliqué, hyper spécialisé, donc il peut être détourné. Évitons, dans la mesure du possible, les écrans, les lumières, les choses à pile, les musiques qui sont répétitives, aussi bien pour les oreilles des enfants, mais je pense à nous en tant que parents. On avait eu une visite à l'hôpital pour Siana et ils nous ont offert un magnifique chant-ourson que vous avez peut-être chez vous aussi. Donc petit ours malin, petit ours coquin, et on l'a entendu une centaine de fois quand même les 2 premiers jours. Et notre enfant mérite peut-être mieux que ça en fait, mérite mieux que cette répétition un peu débilisante à la fin. Que oui, c'est intéressant d'entendre les chansons, mais pas H24, pas non-stop, et qu'il y a d'autres supports de chansons qu'une seule phrase dans un jouet électronique. Donc je ne veux pas diaboliser les jouets électroniques, on en a tous, j'en ai aussi dans ma maison, mais dans la mesure du possible, pour un choix éclairé, que ce soit pour le prochain anniversaire, que ce soit pour Noël, que ce soit pour la prochaine fois, on peut éventuellement réfléchir à une sélection différente pour nos petits-enfants, pour nos moyens-enfants, pour nos ados aussi. Parce que là, c'est en train d'évoluer pour ma grande. La liste de Noël n'est pas du tout la même non plus, donc c'est plus ou moins pertinent avec les valeurs qu'on porte, avec notre envie de contribuer à son autonomie et à la fois de ne pas dépenser des sommes folles, puisque je vous rappelle qu'il y a 10 ans, quand on offrait un cadeau à un enfant, c'était entre 15 et 20 euros. Et là, quand on voit les budgets moyens dans les sondages, ça peut être pour un Noël, pour un enfant, une somme totale de 100 euros par enfant. Quand même se remettre dans des proportions réalistes. Quand nous, on était enfants, on n'avait pas à Noël autant de valeurs marchandes, autant de cadeaux en nombre qui coûtaient à ce point un budget. C'est quand même colossal quand on y réfléchit. Alors, je ne dis pas que c'est le budget où il faut rogner systématiquement, mais voir entre une poupée à 32 euros qui fera juste une seule fonction parce qu'elle fait pipi dans son pot, qu'elle dit j'ai fini maman ou qu'elle dit j'ai fait caca, pour le même prix, vous pouvez peut-être trouver un jeu multifonction dont l'enfant va se servir plus longtemps, comme un jeu de construction, des Lego, des Duplo, qui va pouvoir réutiliser à l'infini pour le même prix, plutôt qu'une poupée qui va être délaissée parce qu'elle est agaçante à dire la même phrase tout le temps. Entre 2 produits, même à budget égal ou pas budget égal, demandez-vous quel est celui qui pourra permettre du jeu libre, quel est celui qui pourra durer le plus dans le temps. Est-ce qu'éventuellement il pourra être détourné? Est-ce qu'il pourrait intéresser le frère, la sœur, puisque vous avez peut-être des écarts d'âge qui sont importants? Est-ce qu'ils vont pouvoir y jouer ensemble? Est-ce que moi, ça m'intéresse de jouer à ce jeu aussi avec mon enfant? Parce que si vous achetez un jeu que vous n'avez pas du tout envie de voir, ça peut créer une petite distance avec votre enfant aussi. Donc choisissez plutôt un jeu auquel vous aurez envie de participer si un jour il vient vers vous en disant « Tu joues avec moi à tel jeu ?» Bon, si sur notre tête, il voit qu'on n'est pas du tout intéressé, il va se dire « Mais pourquoi elle m'a acheté ça ?» Un petit peu de cohérence, façon épisode 11, un petit peu de légèreté façon épisode 3, et de voir dans quelle mesure ça peut être aussi une activité créative pour lui. Parce qu'on peut très bien lui acheter un kit avec plein de feuilles de couleurs, des ciseaux crantés, des petits tampons avec l'encreur à côté, de faire un peu du scrapbooking. Finalement, l'enfant, il adore ça, coller, découper, intégrer, mettre des perles sur les côtés. Tout ça, c'est des jeux qui vont pouvoir être réutilisés avec l'âge de l'enfant. À 5 ans, il pourra s'en emparer, et puis à 8 ans, il fera les cartes d'anniversaire tout seul pour inviter ses copains. Donc le matériel créatif, c'est une possibilité. Il y a aussi toute la zone du matériel sportif, décupler son besoin de mouvement, son besoin d'explorer un peu ses limites physiques, de se dépasser. Est-ce que des petites échasses, une poutre à la maison? Il y a eu, pendant le confinement, apparemment, il y a eu beaucoup de ventes de parcours sportifs pour occuper les enfants. Et ça, c'est du matériel qui est réutilisable pour les cousins, pour les frères, pour faire un petit parcours dans le jardin, façon Koh-Lanta et tout.
du matériel réutilisable, du matériel transformable, du matériel qui dans la durée aura un sens et qui pourra peut-être nourrir même d'autres besoins, parce que ce matériel on l'utilisera à d'autres occasions. Du matériel aussi où les objets font une utilité dans sa chambre par exemple. Est-ce qu'il aura besoin d'un bureau? Un bureau, ça peut être un beau cadeau de Noël parce qu'on lui fait confiance en se disant tu es en train de grandir, tu as besoin d'un espace pour mieux travailler. Est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir un beau bureau? De ne pas hésiter à lui demander aussi quel est son besoin principal. Est-ce qu'il a besoin de calme? Dans quel cas on peut peut-être lui proposer un petit coin coussin avec une petite banquette. Est-ce qu'il a besoin d'aller plus souvent au tennis? Dans ce cas-là, on pourrait lui voir avec un abonnement, une semaine sur 2. Donc de partir de ce que vous observez chez votre enfant, d'observer notre enfant, notre élève interagir dans la maison avec ses amis, avec ses frères et sœurs, avec ses copains, et de voir qu'est-ce qui pourrait nourrir encore plus ses rayures de besoin, qu'est-ce qui pourrait l'aider à se construire, qu'est-ce qui pourrait l'aider aussi au niveau sensoriel, de petites balles sensorielles, des balles à masser, des balles à faire rouler. Il y a aussi du matériel par exemple pour jardiner. Lui offrir un petit kit de jardinage si vous avez un jardin. Ça peut être une activité que vous faites ensemble, donc un tequil que vous partagez. Vous vous occupez des rosiers, du lierre. Lui, il arrose les petites plantes sur le côté. Après, vous ratissez les feuilles mortes ensemble. Donc l'idée, c'est de partager du matériel qui sera utile dans la relation, qui sera utile pour sa croissance, du matériel dont il pourra se servir tout seul, parce qu'on voit beaucoup de jouets où finalement il y a besoin de la présence d'un adulte. Donc quand vous offrez un coffret de petit chimiste à votre enfant, en passant à la caisse, il y a quand même bien la notice de ne doit pas être fait tout seul. Donc vous vous engagez quand vous achetez ce genre d'objet ou quand vous offrez ce genre d'objet à votre nièce, de dire, oui, mais si je lui offre ça, ça veut dire que je bloque des heures aux parents qui sera obligé d'être à côté pour que l'enfant soit content. L'enfant, quand il déballe son cadeau à Noël, il veut l'utiliser tout de suite. Et donc, ça bloque la nécessité qu'il y ait un adulte à côté de lui. Il y a pas mal de réflexions autour de l'achat des cadeaux, autour de l'achat des jouets. Je vous invite à prendre ça vraiment au fil du temps, pas de tout mettre en place forcément cette année-là, mais peut-être pour le prochain anniversaire, pour la prochaine commande de jouets dans votre classe. Est-ce que ce jeu est finalement très pertinent? Est-ce que j'en ai pas un qui ressemble déjà? Est-ce que le fait de garder tous les rouleaux de sopalin et de papier toilette, ça pourrait peut-être remplacer ce jeu qui est à 42 € sur le catalogue Nathan? On peut remplacer du matériel avec du matériel de récupération, de recyclage. C'est aussi un des défauts des maîtresses de maternelle de dire toujours je garde au cas où. Pendant un an, j'ai gardé les barquettes des épinards surgelés, qui étaient très pratiques pour mettre des petites étiquettes. Pendant un an, j'avais gardé tous les magazines de coiffeurs parce qu'on travaillait sur le visage, les 5 sens et tout. Et je découpais dans les magazines de coiffeurs des têtes, des nez, des yeux pour faire de l'art plastique. On a autour de nous pléthore d'objets qui pourraient être recyclés, détournés, réutilisés, ne serait-ce que même certains pulvérisateurs, on peut les réutiliser en peinture. Il y a beaucoup de matériel que vous avez sous la main, que vous avez dans la maison et qui pourrait faire des super ateliers autonomes et ne pas avoir besoin de dépenser plus que ça. Pendant le confinement, le premier, là, en mars 2020, j'envoyais aux mamans de ma classe et aux papas de ma classe d'ailleurs, des activités à faire à la maison avec ce qu'ils avaient. Et notamment, il y avait tout un atelier avec des pinces à linge. Vous avez des pinces à linge à la maison, c'est un super jeu libre, les pinces à linge. L'enfant, il apprend à ouvrir la pince, à l'accrocher sur tout ce qu'il veut, à voir quand ça tient, à voir quand ça tient pas, à faire des associations d'idées entre des pinces à linge et des fils. Enfin, laisser vraiment à disposition du matériel non dangereux dont l'enfant va pouvoir s'approprier sans avoir besoin d'acheter le qui brille ou la version dont on vous rabat les oreilles à la télé. Je vous invite vraiment à aller à l'essentiel, à ce qui nourrit les besoins de votre enfant. Votre enfant, il a envie de sentir votre confiance, il a envie de sentir que vous allez partager un moment et non pas un jouet cher. Et votre enfant, il a besoin d'autonomie. Il a besoin de se détendre, mais il a besoin d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Et tout ça, vous pouvez lui offrir par votre temps de présence ou par un support qui soit assez diversifié et assez transversal. Voilà, je pense que j'ai donné vraiment beaucoup d'informations plus ou moins accessibles. N'hésitez pas à me relancer sur Instagram, notamment si une notion n'est pas très claire, parce que je m'embarque des fois dans du jargon de pédagogue et d'enseignante. Donc n'hésitez pas à m'interpeller si j'ai été un petit peu obscure sur une notion. Ne soyons pas complètement dépendants de la zone marketing autour des jouets, autour de Noël, autour des croyances aussi, de penser qu'il faut
tel jouet pour qu'un enfant soit heureux ou qu'il faut un écran pour que l'enfant soit heureux. En vrai, non. L'enfant a besoin d'interaction. Il peut les trouver sur un écran, il peut les trouver ailleurs. L'enfant a besoin de partage, il peut les trouver en jouant avec quelqu'un, il peut les trouver avec un autre jouet où il découvre dans un livre et tout ça. Donc les supports sont infinis, les besoins, vous commencez à les connaître de mieux en mieux. Donc en observant vos enfants, en observant vos élèves, vous saurez de quoi ils ont besoin le plus. Et ensuite, vous pourrez choisir vraiment les objets qui rentrent chez vous, dans votre classe, dans votre salon, dans les tiroirs de vos enfants. Et n'hésitez pas à faire le tri de temps en temps, puisqu'un enfant se lasse aussi avec le temps. Donc prenez un tiroir de temps en temps avec lui en disant « Bon, ça tu joues encore avec ça, est-ce qu'on le fait sortir ?» Faites de la place de temps en temps, pas forcément pour jeter, mais mettez-le dans une boîte à chaussures et puis dans 6 mois vous lui redemanderez s'il veut jouer avec. Et peut-être que dans 6 mois il aura d'autres idées d'utilisation avec ce matériel-là. Mais faites tourner les jouets, pas besoin d'en racheter régulièrement. Peut-être que vous pouvez mettre de côté, c'est souvent le cas d'ailleurs avec les tout petits. Quand au premier Noël ils ont 12 jouets neufs, vous en sortez que 2 pendant 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines vous en sortez 2 autres. Puis au bout de 2 semaines, vous rangez les 2 premiers, puis vous en ressortez 2 autres. Et l'enfant, il a toujours l'impression que c'est Noël finalement, puisqu'il a toujours de la nouveauté dans les doigts. Et au fil du temps, il se rendra compte qu'il l'avait déjà vu ce jouet, avec la mémoire, avec les données qui s'actualisent dans sa base de données. N'hésitez pas à faire de la place dans sa chambre. Un enfant, il a besoin plus de créativité que de multitude de supports. Ça peut être utile dans certains cas, et dans certains cas, ça l'oppresse en fait, d'avoir autant de choix, autant de jeux possibles. Ce qu'il n'a plus envie, ce qu'il ne fait plus tilt dans sa tête, mettez-le de côté à la cave ou regardez avec le cousin s'il ne veut pas le récupérer ou avec le grand frère ou gardez-le pour le petit frère dans un an. Mais faites aussi de la place à l'ennui, faites aussi de la place à la créativité. C'est des choses que vous avez déjà lues sur les articles, sur les blogs, que vous avez déjà entendues dans des magazines. Mais voyez en quoi ça peut permettre de libérer justement son individualité, sa singularité, de se dire « Ah oui, écoute, tout le monde aime ce jeu-là qui passe à la télé, moi je vois pas trop, j'aime pas trop. » Ou alors au contraire se dire tous les autres ont le même jeu, peut-être que je pourrais demander à mon copain de me le prêter un week-end et vous allez voir que l'enjeu d'avoir exactement le même jouet que son copain, une fois qu'il aura joué avec pendant un week-end, le désir va retomber et il se rendra compte que finalement c'était plus le désir qui était important plutôt que l'objet en question. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine, de bons préparatifs si vous fêtez Noël ou si vous préparez des listes de cadeaux. C'est une période intense pour tout le monde. Bon courage. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.